Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce qui m'amène à vous parler de ça, c'est un peu l'actualité. Donc, vous avez vu tout le délire entourant la nomination de cette femme-là, Amira El-Gawabi, qui a été nommée par Justin Trudeau à une espèce de bullshit job pour être vice-secrétaire à l'islamophobie, à la lutte contre je sais pas trop quoi. Là. Tout le temps des espèces de patentes un peu comme ça, inutiles. Et là, tu sais, c'est venu dans le vocabulaire. Moi, puis Yann, on en a parlé quelques fois. On disait, c'est des créations de bullshit job. Puis je me suis dit, ben, le moment est bien arrivé, je pense, et qui s'apprête bien à vous parler de ce livre-là que j'ai lu il y a 5 ans, 4 ans ou 5 ans, pas longtemps après sa sortie. Donc, ça a été publié en mai 2018. Donc, c'est ça, probablement 4 ou 5 ans. Euh, c'est un livre de David Graeber, ou Graeber, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. David Graeber, c'est un anthropologue, écrivain et aussi militant politique. Donc, il s'est fait connaître, entre autres, pour quelques textes et quelques bouquins, dont un sur la dette, qui s'appelait La dette, 5000 ans d'histoire. Il a enseigné pendant un bout à Londres. Il s'est fait il est devenu plus militant politique à l'époque du mouvement Occupy Wall Street. Donc, où il faisait partie des manifestants. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer que David Graeber s'est considéré comme un militant de gauche politique assez radical. Il était impliqué justement dans Occupy Wall Street, mais il y a des thèmes qui sont assez récurrents chez lui, comme la lutte contre les inégalités, la lutte des classes. Il est assez critique du capitalisme, il prend des prises de position en faveur d'égalité sociale et économique. C'est un défenseur des droits des travailleurs, des minorités, etc. Par contre, je pense, ça fait partie des quelques auteurs, penseurs de gauche qui ont encore un cerveau. Ça peut paraître pas généreux ce que je raconte, là, mais quand je dis de gauche, je parle pas des gens là, qui sont centristes, un peu sensibilité de gauche. Je parle des gens qui sont gauche, là, genre anticapitalistes et tout. Parce que, en fait, l'histoire remonte un peu avant, en 2013. Graeber publie un genre d'article qui a été traduit un peu à sa surprise dans une douzaine de langues, en fait, et il a été sollicité après, entre autres. Il y a eu toutes sortes il y a eu toutes sortes de suites à cette affaire-là où il parlait, justement, il commençait à élaborer de quoi par rapport à ce qu'on appelle justement les bullshit jobs. Donc, son livre s'appelle Bullshit Job, A Theory, qui, comme je dis, c'est publié en 2018. Il explore là-dedans l'idée que beaucoup d'emplois dans la modernité sont en fait ce qu'on pourrait appeler nous autres des jobs de merde, donc des emplois de merde. C'est-à-dire des emplois qui n'ont pas d'utilité et qui ne créent pas de valeur pour la société. Pourquoi ça existe, ces trucs-là? Ben, ils sont maintenus là pour des raisons économiques et sociales. On y reviendra un peu après pourquoi. C'est quoi sa définition de ce que c'est qu'un job de merde ou un bullshit job? Je vous le lis. Il définit les emplois de merde comme des emplois qui ne semblent créer ni produits ni services tangibles, qui sont inutiles ou nuisibles à la société et qui sont souvent stressants, démoralisants pour ceux qui les occupent. Donc, vous voyez un peu à quoi ça peut faire référence. Il dit aussi que le nombre de ces emplois-là ont augmenté dans les dernières années en raison, puis ça je pense que c'est un des points peut-être centraux du livre, en raison du développement technique. Dans le fond, l'automatisation qui... dans le fond, a remplacé plusieurs emplois, entre autres à la chaîne, dans des usines. Au lieu d'avoir des gens qui trient des patates, on a maintenant de l'intelligence artificielle qui est capable d'envoyer les bonnes d'un bord, les mauvaises de l'autre. Vous avez les caisses automatisées, vous avez tout ce genre de trucs-là. Et lui, il dit, il y a quand même une pression qui est effectuée par le politique, par la société civile, de maintenir un taux de chômage assez bas.
Donc, autrement dit, si on remplace les gens par des machines un peu partout ou par des ordinateurs et qu'on on les fait, on les laisse à la maison puis on les paye à rien foutre, ben ça fonctionne pas. Il y a des gens qui veulent pas payer un peu par jalousie, disent ben c'est pas vrai que moi je vais travailler pendant que les autres foutent rien. Il y en a qui veulent pas, genre veulent quand même travailler pour avoir un sens à leur vie. Donc il faut occuper les gens. Et c'est cette idée que le gouvernement et les entreprises deviennent alors des machines à créer des bullshit jobs euh, pour justement que il n'y ait pas des gens un peu partout, une partie de la société qui soit là à rien foutre. Bon, vous en connaissez tous des exemples de bullshit jobs. Je parlais de Amira, pas tant de choses, qui va être, en gros, va être payé 200 000 par année pour cracher sur la majorité historique francophone, puis dire aux Canadiens, aux Canadiens blancs, même si j'aime pas ces catégories-là, mais c'est ceux qu'eux utilisent, pour dire aux Blancs que c'est tous des colonialistes, des débiles, puis qu'on n'est pas fin avec les minorités. On a tous compris que ça allait être ça, l'objectif de ça. Mais qu'est-ce que ça crée socialement, ça? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à ça? Est-ce que ça produit quelque chose comme service, comme produit tangible, sonnant et trébuchant? Non. Ça ne produit rien. En fait, ça peut même être jusqu'à un certain niveau, même nuisible socialement. Donc, il y a 5 types dans le livre de Graeber de bullshit job différents. Donc, 5 différents types d'emplois de merde. Ça, c'est selon ses caractéristiques à lui. Il y a les emplois de gestion. Je traduis un peu ces mots, là. Puis, comme je vous ai dit, ben, j'ai lu le livre en anglais, donc j'ai des notes qui datent quand même d'un bout. Puis j'ai traduit ça un peu dans mes mots. Là. Fait que s'il y en a qui ont la version franco, puis que c'est pas exactement les mêmes termes, ben ne m'en tenez pas rigueur, là, c'est juste que c'est traduit maison. Donc, les emplois de gestion, c'est quoi, évidemment? C'est ces emplois qui, dans le fond, impliquent de gérer d'autres personnes qui, elles, accomplissent des tâches réelles, mais qui ne sont pas nécessaires pour l'accomplissement de ces tâches-là. Lui, il considère ses employeurs comme des jobs de merde parce qu'ils ne créent pas de produits, pas de services, qui sont souvent stressants pour les gens qui les occupent, puis aussi démoralisants. Pensez à tous ces postes de cadre dans les institutions, autant dans certaines entreprises privées que dans l'appareil gouvernemental. Au gouvernement, c'est particulièrement vrai, là. Ces espèces de postes d'adjoint au chef de service, puis en gros, ta job, c'est de surveiller que les autres fassent leur job, là. Puis de faire des rapports pour les autres. Donc, d'aucuns pourraient dire « Ouais, mais c'est utile parce que ça vise à augmenter la productivité. » OK, mais au bout du compte, c'est vrai que ça ne produit pas de service puis ça ne produit pas de produit non plus, là. Donc, il n'y a aucun output au bout du compte de cette job-là. Le deuxième, c'est les emplois de paperasserie. Donc ça, c'est assez typique des milieux bureaucratiques. Ces emplois-là, c'est quoi? C'est que ça consiste à remplir des formulaires, faire des suivis de dossiers, faire des procédures administratives. En général, si on fouille, c'est pas vraiment nécessaire à ce que les tâches réelles soient accomplies, puis ça crée pas de produits, puis ça crée pas de services non plus. En gros, pensez à toutes ces... Puis, encore là, c'est pas des jugements de valeur que je fais, j'essaie de vous expliquer le contenu d'un livre. Donc, s'il y en a que c'est ça leur job et leur vie, je vous attaque pas personnellement, là. J'espère que vous comprenez, là. Mais pensez à... Il y a des compagnies aujourd'hui qui sont spécialisées dans remplir pour d'autres personnes la paperasse de merde nécessaire à avoir vos subventions, à remplir X et Y exigences pour le gouvernement. Donc ça, en fait, c'est vraiment des bullshit jobs au sens de Graeber. C'est que c'est des emplois qui, en gros, existent parce qu'on exige des choses inutiles. 3, les emplois de surveillance ou de vérification. Bon, ben ça, ces emplois-là, c'est quoi? Ben ça rejoint un peu les emplois de gestion d'une certaine manière. C'est que ça consiste à surveiller, vérifier ce que les autres font, puis s'assurer qu'ils font leur job. Mais ta job en tant que telle, elle ne crée pas de produits, puis elle ne crée pas de services. Puis
en général considérés aussi par les gens qui les occupent. C'est pour ça qu'il disait en même temps, tous ces emplois-là, c'est des emplois où on observe des taux des taux de dépression puis de burn-out vraiment plus élevés que dans d'autres professions, parce que ces gens-là, en gros, servent à rien. Il faut toujours garder dans l'idée que pour Grabeur, une job qui sert à quoi, c'est quelque chose qui produit un bien ou un service. Si vous ne produisez pas de bien ou de service, en réalité, vous servez à rien. C'est un peu ça l'idée qui est défendue dans le bouquin. Les emplois de relations publiques. Donc, ces emplois, qu'est-ce qu'ils font? Ils consistent à créer une image positive d'une entreprise ou d'une organisation. Ils ne créent pas de produits, ils ne créent pas de services tangibles, puis ils sont considérés, encore une fois, comme des jobs de merde. Bon, ben là, pensez à ça. Je pense que c'est vraiment... En fait, le point 4, je dirais le quatrième type, c'est vraiment ce qu'on a en tête en général quand on pense à bullshit job. C'est tous ces emplois de experts en conciliation sur les milieux de travail, ou tous ces gens, ce qu'on appelle en politique les spineux, là, les gens qui arrivent autour des politiciens, changent leur couleur de cheveux, leur mettent des fausses lunettes pour qu'ils aient de l'air plus intelligents, font des chorégraphies leur présence sur les réseaux sociaux. Pour les entreprises, ben, ça va être la création d'espèces de campagnes publicitaires pour ouais, mais là, regarde, on va prendre un noir, un asiatique, une femme enceinte, une personne âgée, puis regarde, on va montrer que nous, on est pour l'inclusion, puis ce genre de trucs-là. En fait, c'est vraiment le type de bullshit job auquel se rattache aussi d'ailleurs la personne dont je parlais au début, qui est un peu l'origine de l'idée de faire ce podcast-là. Le cinquième type, ce serait les emplois de service à la clientèle. Donc, lui dit, bon, même si c'est un truc qui fournit quand même un service, dans bien des cas, en fait, c'est un service qui sert juste à démêler, dans le fond, les clients qui ont des questions par rapport à... Pensez à tous ces jobs de genre... aider quelqu'un qui a rentré son mauvais mot de passe dans l'ordinateur ou genre quelqu'un qui n'est pas capable de prendre ses messages sur sa boîte vocale puis qui va au Apple Store. Lui dit c'est des emplois assez peu valorisants, qui ne laissent pas place à l'autonomie, qui ne laissent pas place à la créativité et qui classent parmi les bullshit jobs. Donc, c'est important de garder en tête que cette classification-là, dans le fond, est basée sur l'analyse que fait Grabeur dans son livre de 360 quelques pages. Il peut y avoir des nuances, évidemment, puis des variables là-dedans. Là. C'est sûr que c'est dur de... Puis des fois, les catégories, c'est une critique qu'on peut faire au livre, à mon avis, sont comme pas vraiment exhaustives, dans le sens que des fois, tu penses à des jobs, comme celles de surveillance, celles de gestion, en général, peuvent s'entremêler là-dedans. Comme je dis, celle du service à la clientèle, à mon avis, elle peut être comme un peu exclue de la propre définition qui donnait du bullshit job, qui est quelque chose qui produit ni service ni bien, parce que c'est quand même, tu produis un service là-dedans. Mais l'autre point qui est intéressant là-dedans, c'est un peu le pourquoi on arrive à ça. Et lui, il dit, dans le fond, Grabeur, ce qu'il dit, c'est que dans les années 30, tu avais des économistes comme John Maynard Keynes qui prédisait que dans l'avenir, à cause de la robotisation, puis il y a du progrès, pas robotisation, c'était pas le contexte à l'époque, là, mais l'automatisation des processus de production, dans le fond, l'arrivée des machines, puis ce genre de trucs-là, on allait tellement produire de richesses qu'on allait probablement se ramasser à travailler genre 15 heures semaine. Et le reste du temps, ça allait être plus on allait pouvoir se consacrer à d'autres trucs. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est pas ça. Ce qui est arrivé, c'est que, oui, le temps de travail nécessaire à produire un bien a diminué à cause de cette automatisation-là. Par contre, on a remplacé ce temps-là par des bullshit jobs. Et pour plusieurs raisons. La raison numéro 1, qui, à mon avis, est un peu contradictoire, c'est pour ça que je vous dis, la thématique est intéressante, le sujet est bon. Je pense que l'angle, dans 8 fois sur 10 ou 7 fois sur 10, c'est bon, mais il y a quelque chose qui est un peu contradictoire là-dedans. Vous allez voir avec le point 1. Le point 1, il dit c'est la course au profit.
Donc, les entreprises ils utilisent l'automatisation pour augmenter la productivité dans le but de maximiser les profits, mais ça se fait pas en réduisant le temps de travail des travailleurs, ça se fait en les gardant au travail pour faire autre chose. Il dit qu'il y a aussi une sous-utilisation de la technologie, c'est le point 2. Donc, on utilise l'automatisation pour remplacer des travailleurs par des machines plutôt que de libérer des travailleurs de tâches répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus importantes. Autrement dit, il y a comme une mauvaise utilisation de la technologie. Ou bien encore pire, penser à ces jobs de merde un peu où en gros, il y a une technologie qui te fait aller plus vite, mais c'est encore plus débilitant que si la technologie n'existait pas. Là. Exemple, se promener avec un truc après le poignet pour scanner des affaires, puis après ça, taponner ça, ça augmente ta productivité, mais en fait, c'est assez désagréable. Là. Donc, lui, le point de Grabart, c'est qu'il y aurait une mauvaise utilisation de la technologie qui, au lieu de libérer du temps, puis enlever des travailleurs de tâches répétitives et monotones, en fait, souvent, on laisse les travailleurs sur des tâches répétitives puis on utilise la technologie pour faire autre chose ou on fait juste carrément remplacer un des employés par un robot ou par une machine au lieu de rendre la vie plus facile à tout le monde. Un des facteurs aussi qui explique ça, c'est il dit, comment je le traduirais, la création d'emplois inutiles. Il dit les entreprises créent parfois des emplois inutiles pour justifier l'existence de certaines positions, même si ces emplois ne contribuent pas de manière significative à la production de biens et de services. Donc, autrement dit, ça revient, la création de jobs inutiles, ça revient à... C'est un peu un corollaire du point qui était les emplois de relations publiques, si on veut. C'est, dans le fond, les entreprises cherchent à justifier des positions qu'ils prennent publiquement ou des orientations. Et là, ils créent des postes là-dedans où des employés sont chargés de justifier ça via des campagnes de publicité, via XY choses. Le quatrième point, c'est la montée de l'économie de service. Et il dit, avec la montée de l'économie de service, la croissance économique est devenue dépendante de la consommation, ce qui a conduit à la création d'emplois qui ne sont pas réellement nécessaires pour la production de produits et de services. Donc, j'imagine qu'il fait référence à tous ces emplois reliés à genre étudier comment, si je place le produit à telle place, ça va inciter plus les gens à en consommer, etc. Donc, vous voyez transparaître toute l'espèce d'aspect anticapitaliste et gauchiste du travail de Grabart, mais je pense que c'est quand même intéressant pareil, parce qu'il, sans le savoir, en fait, il met comme le doigt sur quelque chose, mais on dirait qu'il ne va pas jusqu'au bout de sa réflexion. Le cinquième point, il dit, c'est qu'il y a une pression sociale pour travailler. Donc, comme on considère socialement que le travail est une manière de se définir, de se valoriser, il y a comme une pression pour travailler, même si l'emploi n'est pas utile. Donc, en gros, dans votre famille, ça va être mieux vu de travailler à quelque chose qui ne sert à rien que de rester chez vous et écouter la télé. Parce que, si vous êtes, je ne sais pas, moi, consultant en égalité des genres dans une commission scolaire ou quelqu'un qui va, je sais pas moi, lire des contes à des enfants dans des écoles ou je sais pas quoi, là, des patentes plus ou moins utiles, même si vous occupez ces trucs-là, les gens qui vous entourent vont quand même considérer que c'est plus important ça, ou c'est mieux ça, ou c'est plus valorisant ça que de rien faire. Ce qui n'est pas nécessairement faux en passant. Là, je pense que c'est quand même mieux de faire quelque chose de pas très utile que de rien faire du tout. Là. Donc, si je récapitule, c'est que Grabart, il dit que l'automatisation a conduit à la création d'emplois inutiles ou des emplois de merde plutôt que de réduire le temps de travail parce que les entreprises ont préféré faire le choix d'augmenter le profit plutôt que de juste garder la même... en fait, c'est ça. Là. Lui, son point, c'est que il aurait dû se contenter de ce qu'il y avait, les entreprises, puis avec
les robots qui remplacent les humains, ben, tu as juste besoin de faire travailler les gens 15 heures par semaine ou 20 heures par semaine, puis tu ne cherches pas à créer plus de croissance en les faisant travailler plus longtemps. Bon, c'est un peu ça le point qui est défendu derrière. Bon, les critiques de ce livre-là, il y en a quand même plusieurs. Il y en a qui disent que, bon, il ne fournit pas tant de preuves que ça pour étayer sa théorie. Il ne donne pas de données sur les tendances à long terme de l'emploi parce qu'il part du principe que ces jobs de merde-là sont en augmentation, il y en a de plus en plus. Mais ce que des certains critiques, entre autres, que je lisais, là, vous pouvez trouver sur Internet, genre Bullshit Job Review, ce genre de trucs-là, ou genre commentaires sur Bullshit Job. Et ce que les gens disent, en tout cas un commentaire qui est revenu quelques fois, c'est qu'ils se basent sur des témoignages puis des anecdotes ou de l'observation plutôt que sur des données. Ce qui est vrai, là, en passant. D'autres vont dire, puis ça vient un peu de gens qui, à mon avis, occupent ce type d'emploi-là ou connaissent des gens qui occupent ce type d'emploi-là, qui sont un peu insultés par le propos de Grabeur qui consiste quand même. Parce que réaliser quand même qu'il publie un livre où il dit à des millions de personnes que ce qu'ils font, ça sert à rien et que s'ils sont malheureux, c'est qu'ils occupent une bullshit job. Donc, c'est quand même. Faut quand même le faire pareil, là. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, tu sais, Grabeur, il sous-estime l'importance que ces emplois-là peuvent avoir. Ils peuvent paraître inutiles à première vue, mais ils peuvent avoir des conséquences positives, comme par exemple la satisfaction de la clientèle, augmenter la croissance de l'entreprise parce qu'on augmente sa réputation, ce genre de trucs-là. Il dit, il ne prend pas en considération aussi que l'idée qu'un emploi peut être considéré à un moment précis comme un bullshit job, mais qui peut devenir important en cas, par exemple, de catastrophe. Je pense que le classique pour ça, c'est tout le monde, pendant très longtemps, les gens ont considéré que les emplois de santé publique, c'était un peu des bullshit jobs, là. C'était des emplois qui consistaient à aller dans les écoles, donner des condoms à des enfants, faire une conférence de presse par année pour parler du sida ou ce genre de trucs-là. Mais en gros, c'est pas des gens qui produisaient grand-chose. Puis là, finalement, arrive une pandémie, puis on se rend compte que finalement, santé publique, bon, les directeurs locaux de santé publique, ils font quand même de quoi. Ils font des recommandations, ils appellent dans les écoles, ils essaient de contacter tous les acteurs de la société, voir, OK, ça marche-tu, ça marche pas. Bref, je ne sais pas de justifier ce qu'ils font, mais l'idée, c'est ça, là. Beaucoup de postes comme ça dans l'armée aussi qu'on pourrait considérer qui, bon, en gros, servent pas à grand-chose en temps de paix, mais en temps de guerre, vous allez être content de les avoir. Donc ça, je pense que c'est un argument qui est quand même valide. On dit aussi que Grabeur ne tient pas vraiment en compte la complexité de l'économie moderne. L'offre et la demande, c'est très loin pour lui là-dedans. Il ne comprend pas trop ce qui fait qu'une job peut être en demande sur le marché ou pas. Sa vision de ce qui est utile ou pas est assez limitée. C'est très subjectif, en fait, pourquoi lui il trouve quelque chose qui est utile, d'autres ne l'est pas. En fait, ça manque d'objectivité et c'est trop politique, si on peut dire. Ça, je dirais que c'est des critiques qui sont régulièrement faites à son endroit, ce qui ne remet pas quand même en question. C'est pour ça que je dis que je trouve que le livre est intéressant, parce que toutes ces critiques-là, en fait, remettent en cause l'approche militante, les problèmes méthodologiques, mais il n'y a personne qui dit là-dedans non, c'est pas vrai, les bullshit jobs, ça n'existe pas. Donc, je pense que c'est ça qui est le bout intéressant de l'œuvre. J'ai cherché après ça à réfléchir sur est-ce qu'on pouvait dégager des contradictions dans son propos, dans ce qu'il y avait dans le livre. À mon avis, la principale contradiction, c'est un peu la suivante, c'est que moi, mon principe, c'était que si c'est vrai que les entreprises cherchent à maximiser leurs profits, pourquoi est-ce qu'elles vont créer des emplois inutiles qui ne créent pas de valeur ajoutée? Ça me paraît un peu une faiblesse dans l'argumentation.
Pourquoi est-ce qu'on créerait quelqu'un qui, en gros, gratte du papier ou anime des séminaires sur les territoires non cédés si l'unique but ou le but le plus déterminant de l'entreprise, c'est la maximiser les profits. En réalité, sinon, vous faites comme Mark Zuckerberg et Elon Musk, vous crissez 10 000 personnes dehors de l'entreprise. Ce qui est en fait aussi un bon exemple. On a tout le temps l'image du joueur de ping-pong. Là. Ben, c'est un peu ça, là, l'idée du bullshit job aussi. Là. Tout ce qui est les patentes ESG et autres. Par contre, les arguments qu'on pourrait donner pour aller à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est oui, mais il peut y avoir une pression de la concurrence. Donc, par exemple, certaines entreprises pourraient se sentir obligées de maintenir un certain niveau d'emploi pour paraître similaires à leurs concurrents. Dans le sens que, bon, si, mettons, vous êtes une banque et que les autres banques, bon, engagent tant de personnes, puis là, avec certains critères, des gens racisés, des minorités visibles, à toutes sortes de postes, des comités de ci, des comités de ça, ben, il y a peut-être une certaine pression qui peut venir, qui va à l'encontre de, justement, la seule idée de la maximisation du profit, et l'idée de dire, ouais, mais là, t'as peu, le TD, ils font telle affaire, nous autres, pourquoi qu'on fait pas ça? S'ils font ça, il doit y avoir une raison. Cette pression-là, d'ailleurs, elle peut venir des actionnaires qui peuvent exiger des entreprises qui maintiennent, par exemple, un niveau élevé de dépenses pour des raisons de prestige ou pour des raisons d'image. C'est pas impossible de le penser. Tu as aussi là-dedans l'idée que les entreprises peuvent être mal gérées aussi, puis ne pas se rendre compte que certains emplois sont inutiles. Donc, je pense entre autres à plusieurs entreprises, dont un moment donné, il y a ce qu'on appelle je pense qu'on appelle ça dans le jargon un investisseur activiste, là. C'est-à-dire pas activiste au sens de politique, mais c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans l'entreprise et qui fait le ménage, qui dit OK, là, on restructure, c'est inefficace. Il faut changer ça, puis la conséquence, c'est qu'on met 200 personnes à la porte. Donc, parce qu'on se rend compte que leur emploi est inutile. Puis des fois, ça peut être un bullshit job. T'sais, on a dit avant, il peut l'être à un moment, puis pas l'être plus tard. Mais ça peut être l'inverse aussi. Il a pu ne pas l'être dans le passé, et maintenant, il l'est. Donc, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça peut paraître à prime abord. Pensez entre autres à tout ce qui arrive avec l'informatique a fait en sorte que, bon, il y a des gens. C'est comme si, imaginons que vous travaillez imaginons que vous travaillez dans une compagnie qui opérait avant des clubs vidéo, où vous pouvez aller louer des films. Et maintenant, il y a un système où tous les films sont en ligne et en cliquant, vous pouvez avoir accès à ça, puis vous payez un montant, mais vous pouvez regarder votre film. Ben, si vous avez encore les employés qui servaient à rembobiner les cassettes dans le temps que c'était des VHS, c'était pas des bullshit jobs faire ça en 1998. Par contre, en 2010, ça peut commencer à le devenir pas mal. Puis en 2020, ben là, vous pouvez vraiment être stupide s'il y a encore des gens qui sont affairés à ça. Je prends des exemples un peu caricaturales, mais c'est pour expliquer l'idée. Il y a aussi une affaire qui n'est pas notée par Grabber, mais que je pense qu'il mérite d'être noté, c'est que les subventions et l'ingérence de l'État sont plus souvent qu'autrement une incitation à maintenir des emplois inutiles. Autrement dit, ben, cet emploi-là ne me coûte rien, il était comme conditionnel à l'obtention de telle affaire. Puis je l'ai vu, moi, ça à l'université, entre autres, là, des profs que bon, tu as un budget pour engager un assistant de cours si c'est sa première session, puis qu'il y a tel autre critère. J'en ai pas vraiment besoin, mais ça lui donnerait une job. Fait que, dans le fond, je vais lui donner de quoi qui sert un peu à rien. Puis, vous comprenez un peu l'idée. Donc, je pense que c'est quand même assez parlant de ce côté-là. La question qu'on se pose un peu tous en lisant là-dessus, c'est pourquoi ces bullshit jobs-là sont créés? Non pas les causes qui amènent à ça, mais quelle est la volonté qu'il y a derrière ça? T'sais? Est-ce que, parce que,
le bullshit job, on ne se le cachera pas, en général, c'est ceux qui sont le plus visibles, du moins, c'est pour des raisons politiques. Il y a de la politique en arrière de tout ça. Là. Et certains emplois inutiles sont créés pour des raisons de lobbying ou des raisons diverses de politique. Les comités sur l'inclusion, les responsables de la diversité. Puis ça, ben, c'est créé pourquoi? C'est pour de présenter une image, donner l'impression que des employeurs se préoccupent de ces questions-là sans pour autant avoir d'impact là, réel sur ces situations-là. Il y a un autre auteur qui a parlé de ça dans une optique beaucoup plus proche de la mienne, qui est le sociologue américain James Benninger. Donc, James Benninger, c'est qui? Il enseignait à l'Université de la Californie à Los Angeles. Il a écrit un livre qui s'appelait The Political Economy of Bureaucracy dans les années 70. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'émergence et l'augmentation de la bureaucratie comme nouveau mode, j'allais dire, de société ou presque. Donc, dans son livre The Control Revolution, Technological and Economic Origin of the Information Society dans les années 80, il décrit comment la bureaucratie qui, au départ, quand ça a été pensé, avait pour but d'augmenter l'efficacité. Donc, de donner des ressources aux citoyens pour faire le pont avec le gouvernement pour toutes sortes de raisons. Puis c'était pour donner au gouvernement des employés qui exécutent des tâches qu'on leur demande. Mais avec le temps, l'augmentation de l'efficacité a été remplacée par une forme de sclérose et d'inefficacité. Et c'est devenu un moyen pour des organisations, donc des grandes entreprises qui ont une forme de bureaucratie à l'interne et et les gouvernements surtout, de se protéger contre le risque. Pourquoi se protéger contre le risque? Ben, c'est que en ayant une immense bureaucratie où plein de gens occupent des bullshit jobs et où plein de gens ont l'air d'être responsables de quelque chose tout en ne l'étant pas, ben, personne n'est jamais responsable de rien. Et c'est très facile de mettre sur le dos de « Ah, ben, il y a eu une erreur, un problème à l'interne, votre dossier a été perdu, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, on s'excuse, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est l'ancien gestionnaire, maintenant il est parti dans un autre département. J'imagine que les raisons qui l'ont poussé à faire ça étaient bonnes, faut pas voir de. » Donc, c'est une manière, en fait, de donner une espèce d'illusion, une apparence de contrôle et qui est comme entouré d'une surabondance de travail administratif complètement inutile. Donc, cette bureaucratie-là, doublée des nouvelles technologies de l'information, entre autres l'informatique, ben, ça créait une espèce de monstre, si vous voulez. Supposément que c'était pour de permettre une meilleure organisation, une meilleure utilisation des données, une meilleure ci, une meilleure ça, pour avoir des processus administratifs plus efficaces. Mais en général, ça a mené, et ça c'est James Benninger qui le dit, à la réduction de la participation citoyenne et à la perte de liberté individuelle. Il explique que malgré tout, malgré que c'est rempli de bullshit jobs à l'intérieur de la bureaucratie, donc dans le gouvernement, mais aussi dans de très grandes entreprises, ben, ces organisations-là ont tendance à conserver des bullshit jobs à l'intérieur de la bureaucratie, en sachant qu'elle est utile, mais parce que ça leur donne un sentiment de sécurité et de contrôle. Ce phénomène-là, c'est amplifié, comme je l'ai dit, avec l'émergence des nouvelles technologies. Mais ça dénote en fait quoi là-dedans? Ça dénote l'idée que les employeurs ont peur de se retrouver en situation de responsabilité. Donc, en cas d'erreur, d'accident, de problème, qu'est-ce qui se passe?
ben, il se passe que il y a une flopée d'employés qui sont là pour faire des tâches administratives. C'est pas de la faute de personne. On fait des trucs plus ou moins inutiles. Puis en même temps, ben, conserver cette bureaucratie-là, puis ces bullshit jobs-là, ben, avec ça, c'est plus facile de se conformer à certaines règles. Il y a des procédures, on fait des documents, on fait tu sais, les fameuses affaires, hey, s'il arrive de quoi, là, suivez la procédure. Ben, c'est bien plus facile de mettre ça sur le dos des procédures, donc c'est la faute de personne, puis on ne prend pas de risque. Euh, Est-ce qu'on peut faire le lien, je m'en vais vers la conclusion tranquillement, entre la surpolitisation de la société et l'existence de ces bullshit jobs-là? Clairement, clairement, parce qu'on parle de création d'emplois qui ont pour fonction non pas d'accomplir des tâches productives ou desservir des services utiles, mais de se conformer à des normes sociales. Par exemple, la mise en place de programmes sur l'égalité, la lutte contre l'islamophobie, ou je ne sais pas trop encore quoi, ben, la mise en place de ces programmes-là va entraîner inévitablement la création d'emplois pour des formateurs et des administrateurs de programmes. Mais ces emplois-là, visiblement, n'apportent aucune valeur ajoutée réelle pour l'entreprise ou pour la société. En fait, les bullshit jobs, c'est exactement ce qu'était la majorité des emplois dans les régimes socialistes ou communistes. Donc, l'idée que tout le monde doit travailler, peu importe si le travail est utile ou non, ben dans les régimes communistes, c'était comment ça? Là? Il y avait vraiment une tendance à créer des emplois gouvernementaux inutiles pour donner l'illusion d'une société occupée puis productive. Ah, si les emplois ne sont pas utiles, c'est pas grave. Ça donne l'illusion que les gens travaillent. Donc, l'exemple le plus frappant de ça, c'est que je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Cuba, mais il y avait une personne, moi, quand je suis allé, qui était chargée de distribuer le papier de toilette. Là. Donc, au lieu qu'il y ait des dispensaires ou des supports avec des rouleaux de papier de toilette dessus, il y a un gars qui est là à l'entrée, puis tu lui dis, ben oui, j'ai affaire aux toilettes, là, j'aurais besoin d'une coupe de poignée. Il déroule les rouleaux devant toi, puis il découpe ça, puis il te donne le papier de toilette, puis il dit, ben merci, bonne journée. Ben, je veux dire, tu peux pas avoir plus bullshit job sans vouloir faire de jeu de mots que ça. Là. Euh, c'est carrément ça. Là. En conclusion, pour l'avenir, ben, c'est sûr que c'est dur de prédire avec certitude. Est-ce que la tendance va s'accélérer ou est-ce que ça va changer? Moi, j'ai pas tendance à penser que l'émergence de l'intelligence artificielle, l'automatisation va continuer à remplacer des jobs traditionnels, ce qui va probablement aboutir à la création d'emplois inutiles pour compenser les autres pertes d'emplois. Donc, pour les prochaines décennies, moi, je ne vois pas comment on ne verra pas la multiplication de tous ces jobs inutiles-là. Entre autres, au gouvernement, on va créer de plus en plus de patentes à l'égalité, de comités pour étudier l'existence du racisme systémique ou ce genre de trucs-là. Donc, en réalité, c'est même pas une espèce de progressisme de gauche, et que ce qui se cache en arrière de tout ça, c'est l'idée qu'il faut occuper des gens à faire des trucs plus ou moins utiles. Si c'est utile, tant mieux, mais si c'est pas utile, c'est pas grave, parce que le but, c'est que les gens fassent de quoi plutôt que rien. En gros, c'est ça. Là.